L'idée qu'on a eue avec Fanny, c'est en fait d'inviter 3 autres personnes, dont une au dernier moment à la volée, pour nous dire de leur point de vue, en fait, comment en fait ils saisissaient la question qu'on avait posée sur la fabula, justement, dans l'appréhension des entités autres qu'humaines et non humaines. Donc, on a invité Élise Warren, qui, je vais rapidement faire cette vidéo. Élise Warren, donc, qui est plus proche de moi, qui s'intéresse à la pertinence du legs et de l'interconnectivité d'un point de vue intersectoriel, intersectionnel et écoféministe au sein de ce doctorat en études littéraires à l'UQAM. Son approche en recherche-création l'amène à vouloir travailler sur les possibilités subversives de l'écriture au contexte des crises écologiques. Elle est également fondatrice de la revue Saturne, qui est un magazine littéraire de création et de recherche-création. Raphaël Leroux, qui est professeur adjoint de littérature des Caraïbes à l'Université de Montréal. Ses travaux portent pour l'essentiel sur l'observatoire glissant et plus généralement sur les pensées poétiques de la Terre et du monde, notamment dans une perspective post-coloniale. Il anime ainsi depuis 2 ans un séminaire consacré aux écologies caribéennes. Sujet d'un projet d'ouvrage visant à interroger la contribution de la littérature au développement de conscience écologique. Et enfin, Vincent Brault, que j'ai récupéré au dernier moment. Vincent a été invité à notre première journée qui a été annulée au moment de la pandémie, donc c'est un plaisir de le voir là aujourd'hui. Donc Vincent Brault, qui est écrivain et conférencier, il s'intéresse à la littérature fantastique expérimentale, à la danse et au dialogue entre textualité et art visuel. Il a publié 3 romans remarqués par la critique, des récits, des nouvelles et des essais sur l'art contemporain. Il est finaliste à des nombreux prix littéraires et son dernier roman, Le fantôme de Suzuko, se déroule à Tokyo où il a mené des recherches sur le yokai, une espèce particulière de fantôme japonais. Donc, on va peut-être commencer par vous, Élise, puisque voilà, vous êtes plus proche de moi, c'est de savoir comment vous avez, comment dans votre pratique, dans votre démarche de recherche-création, vous vous emparez de ce questionnement sur la relation entre la narration, la fabula, l'imagination et puis l'appréhension des entités humaines. Ça sera un petit peu la même question pour vous. Peut-être que moi, c'est beaucoup en lien avec un territoire qui se détruit, peut-être plus au sens large et tout ce que ça implique, le non-humain, le autre humain, le plus qu'humain aussi, des fois j'entends. Plus particulièrement, la relation entre des femmes et un corps qui est en destruction. Parce que c'est une relation qui, les écoféministes, si vous connaissez, c'est une relation qui est beaucoup investiguée, c'est une relation qui est forcée puis ensuite revalorisée. Et la question, c'est comment est-ce qu'une destruction d'un territoire peut se répertorier sur le corps féminin? C'est un petit peu ça qui m'anime dans ma recherche-création, donc dans ma pratique. Plus particulièrement, je vais m'intéresser à la question du legs aussi, comment on raconte cette destruction, comment on écrit par rapport à une destruction du territoire et comment on se place quand on est dans un territoire de privilège, de luxe, où on ne ressent pas nécessairement les conséquences de la crise écologique de façon immédiate. Donc, c'est peut-être un peu dans cette lignée-là que je m'inscris pour mon approche de recherche-création, je dirais, en quelques mots. Alors, moi, je serais tenté de laisser la parole à la personne qui écrit le récit. Moi, la question, c'est pas vraiment. Moi, j'aborde plutôt le problème sous l'angle de la poétique. Alors, c'est pas tout à fait la même question. En tout cas, si peut-être du point de vue du récit, ce que je dirais, c'est qu'on a souvent assimilé le récit à une vision du monde, une conception du monde. Et ce que je vois là, en écoutant aujourd'hui, je trouve ça passionnant, les échanges, c'est qu'il y a aussi des conceptions de la Terre, des visions de la Terre. Et en fait, comment peut-être la poétique, que ce soit une poétique du récit d'ailleurs, ou une poétique plus philosophique, ou plus poétique, va peut-être infléchir le regard vers la Terre, vers le vivant. Voilà, donc moi, ce sont ces questions-là qui m'intéressent, mais pour ce qui est de la fabula et du récit, je voudrais laisser parler les gens qui en écrivent, parce que c'est quand même plus intéressant. C'est vraiment, on voit les bras. Ouais. Et Vincent, tu vas nous terminer. Lequel? Celui-là, celui qui nous répond. Ben moi, j'ai commencé à m'intéresser à la question des non-humains au Japon, donc à Tokyo. J'ai fait une enquête sur les fantômes du Japon, puis au fond, j'ai fait des entrevues avec des gens qui ont vu des fantômes.
j'ai rassemblé en 3 mois que j'ai passé, je faisais une résidence d'artiste à Tokyo. Et donc, durant ces 3 mois-là, j'ai interviewé une quarantaine de personnes. Et donc, j'ai recueilli une quarantaine oui, de récits à la première personne, de fantômes, desquels je me suis inspiré pour écrire Le fantôme de Suzuko. Et donc, c'est mon dernier roman. Et quand je suis rentré au Québec, après ça, ce qui est arrivé, c'est assez étrange, c'est que les histoires de fantômes attirent les histoires de fantômes. Et donc, on a commencé à me raconter des histoires de fantômes au Québec. Et donc, depuis 4 ans, j'en recueille. De manière plus intense depuis 1 an, grâce au Conseil des arts et des lettres, au Conseil des arts du Canada. Et donc, j'ai recueilli 300 histoires de fantômes au Québec. Et là, je travaille sur un livre. Parce qu'au fond, ce qui m'a fasciné là-dedans, c'est que quand j'étais au Japon, j'avais l'impression que c'était ultra culturel, les fantômes. Je pense que c'est le cas. Mais qu'au Québec, j'avais oublié que c'était culturel, comme c'est plus proche. Et donc, la comparaison entre les fantômes du Japon et les fantômes du Québec me fait voir vraiment ce qu'il y a de culturel dans les fantômes au Québec. C'est comme une espèce d'ethnographie, mais sans m'en rendre compte, que j'ai fait. Puis bon, j'ai dit l'histoire, j'en fais. Je travaille sur un livre. Ça devrait paraître en 2023, je pense. Moi, j'aimerais broder autour de la question qui a été posée et rebondir aussi sur ce que tu disais, Raphaël, tout à l'heure, par rapport aux métaphysiques, à la manière en fait, dont on pourrait éventuellement inventer des contre-récits en fait, en mettant en place des récits de métaphysique inspirés entre guillemets des métaphysiques. Aussi, il y a des questions éthiques qui se posent un peu par rapport à l'extractivisme possible des cosmologies autochtones. Mais par exemple, les métaphysiques animistes ou animiques, dont tu as parlé des travaux de Villeros de Castro, et puis en fait, c'est sûr que ce sont les travaux prouvent, les anthropologues prouvent qu'il y a une farouche opposition en fait, entre les cosmologies dites non modernes et la cosmologie naturaliste. Alors qu'en fait, on s'en rend compte en lisant des près, en lisant des tours, en disant à plein d'autres gens qu'il y a la doxa avec l'institution du grand partage, et puis il y a pas mal des pratiques quotidiennes de ritualité ou de rapport aux morts qui sont en fait réprimées, en fait, et qui se réinventent, etc. Bref, tout un détour pour poser la question, en fait, peut-être pour toi, Raphaël Le. Pardon, je vais arrêter avec ça. Et Vincent, et aussi Raphaël quand même, parce qu'en fait, je vois, ne vous inquiétez pas, il y a une question pour vous deux, je vois, en fait, il y a une espèce de parallélisme qu'on essaie de mettre en place entre des cosmologies qui sont peut-être irréconciliables, réconciliables quand même. Raphaël, comment toi tu envisages éventuellement cette inspiration ou ce brodage? Est-ce que tu penses par exemple à des choses comme ce que fait Anastasia Martin, qui est, on en a déjà parlé un peu, mais voilà, qui elle, pour le coup, en fait, c'est parce que elle a des travaux. Elle est située, en fait, elle vit avec les Hélènes, et puis elle a vécu aussi avec les Gwich'in, donc en tout cas, sa psyché est incubée, en fait, vraiment concrètement par des cosmologies comme ça. Ou Vincent, toi, comment tu négocies en fait cette espèce de parallélisme, de superposition entre une cosmologie essentielle? On ne sait pas, en fait, les Japonais sont le peuple moins religieux du monde, mais quand même, ils sont très spirituels, pardon. Et comment, en fait, aussi, comment on essaie de trouver cette espèce de métissage cosmologique. Et puis, la question pour toi, Raphaël, c'est par rapport à en fait, la critique postcoloniale, qui est en fait très, comment dire, qui pose beaucoup de questions du point de vue de la pratique, parce qu'en fait, en tant que chercheur, en tant que lecteur, imbibé par le cartésianisme, on a des biais cognitifs qui sont probablement pas vraiment adaptés à des corpus non occidentaux, et qui, en plus, pour les corpus postcoloniaux, ils sont totalement métissés, entre guillemets, et hybridés. Donc, je sais pas, question très large pour les uns et les autres.
Elle est compliquée ta question. Pardon. Moi, je dirais que ce qui m'intéresse directement dans ce que dit Vivros de Castro, c'est il parle dans son bouquin sur la fin du monde, qu'il a écrit avec Déborah Banowski. Il parle du fait que, en fait, nous avons beaucoup à apprendre, le nous étant le nous occidental, les modernes en tout cas. Nous, les modernes, aurions beaucoup à apprendre des récits de perte du monde amérindien, car nous sommes en train de devenir, nous aussi, des hommes sans monde. Et donc, je ne sais pas si on peut parler de métissage cosmologique, mais en tout cas, il y aurait une forme de possibilité, effectivement, d'apprendre de ces récits, parce que ce sont des récits de perte du monde, et là où l'imagination apocalyptique est faite de beaucoup de récits qui vont plutôt montrer un monde sans hommes, ça s'appelle le récit d'extinction, il reste juste que quelques survivants. Lui, il dit en fait, non, on est tous en train de devenir des hommes sans monde à cause de la crise écologique généralisée. Après, j'avoue que justement, dans ma pratique de recherche, je ne travaille pas du tout sur ces récits-là, parce que je ne me sens pas armée culturellement et pas très légitime pour en quelque sorte extraire de ces récits mon savoir utile. Il y a quelque chose qui me dérange aussi presque dans cette démarche. Et donc, je travaille sur justement plutôt des terrains narratifs de perte du monde qui sont des terrains modernes. J'en parlais tout à l'heure, je travaille depuis 11 ans sur la ville de Détroit, qui est une ville qui a un peu perdu son monde en moment aussi, puisqu'on y a perdu même la capacité d'avoir l'eau potable. Voilà, je travaille sur des lieux où on peut perdre le monde et où beaucoup de récits peuvent coexister, des récits qui peuvent être aussi bien des récits afro-futuristes que des récits documentaires ou des récits de sciences sociales. Donc, il n'y a pas une sorte de récit qui va être le bon récit, il n'y a pas des récits documentaires et la fiction de l'autre. En revanche, il y a des récits qui essayent de rendre compte d'expériences de perte de monde et qui me semblent pour certains plus ou moins adéquats. Pour la question du métissage, moi, ce qui m'a frappé entre le Japon, c'est sûr que le Japon, c'est pas un pays fermé, donc évidemment, ils sont aussi perméables aux cultures, perméables à leur culture, mais ce qui m'a frappé, c'est à quel point, au niveau des fantômes, il y avait des grandes différences, c'est-à-dire au Japon, il n'y a pas de revenants, il y a peu de revenants tels que nous, on les imagine, c'est-à-dire des personnes qui reviennent avec leur corps parce qu'ils font la crémation des cadavres. Et les seuls revenants qui reviennent avec leur corps sont les gaki, c'est des cadavres laissés sans sépulture. Il y a eu aussi des grandes manifestations, il y a des centaines d'apparitions de gaki après le tsunami et l'accident nucléaire de Fukushima, à cause que les cadavres ont été pris par la vague et n'ont pas pu y avoir de rituel. Et donc, ça, c'est les seuls revenants. Tandis au Japon. Sinon, les revenants, ils reviennent dans des objets, s'incarnent dans des animaux, les chats, les renards, les tanuki, une espèce de blaireau. Et donc, tout ça, c'est un peu folklorique, en tout cas influencé par le folklore, tandis qu'ici au Québec, puis en Occident, je pense en général, les cadavres sont là, sont sous terre. Donc, ils peuvent revenir symboliquement, surtout que, sans doute, le mort vivant le plus connu en Occident, c'est Jésus-Christ, qui est revenu des morts. Mais c'est ça, conceptuellement, ou dans notre imaginaire, il est possible, la résurrection, c'est ancré dans notre culture, et donc les morts reviennent avec leur corps. Tandis qu'au Japon, les morts ne reviennent pas avec leur corps, sauf avant la crémation ou avant les rites funéraires crématoires. Et donc, juste cette distinction-là, puisque les récits que j'ai recueillis au Québec, c'est essentiellement des récits de morts vivants. Donc, la grand-mère qui revient, le grand-père, les animaux aussi qui reviennent. Mais pour apaiser, ou pour
c'est pas des fantômes, en tout cas dans les récits que j'ai recueillis, c'est pas des fantômes qui sont vengeurs, mais c'est plutôt fantômes consolateurs ou réparer le fait qu'on n'a pas eu la chance d'aller visiter son grand-père à l'hôpital parce que c'était la COVID. Et là, il revient nous visiter. Et là, on peut faire notre deuil après parce qu'on a pu lui faire un dernier au revoir. Et donc, ça, au Japon, il n'y a pas ça à cause de la crémation. Beaucoup de choses à dire là-dessus, évidemment. Mais ouais, il y a quand même des choses qui nous séparent. Il y a des choses qui nous lient, mais il y a beaucoup de choses qui nous séparent par rapport à notre imaginaire de fantômes. Tu dis que tu as des fantômes animaux. Ici, Non. au Québec. Je sais pas. C'est-à-dire qu'ici, oui, il y a des chats qui reviennent, il y a des chiens qui reviennent. Il y a aussi j'ai reçu sur 300 histoires, peut-être une vingtaine d'histoires de. Les animaux sont témoins de phénomènes. C'est-à-dire que j'ai l'impression que mon chat voit quelque chose dans l'appartement toujours à la même place. Il n'y a rien. J'ai l'impression que mon chien, ou les deux chats regardent à la même place, cette chose invisible qui se promène dans l'appartement. Ça, au Japon, c'est que les esprits traditionnellement vont hanter certains types d'animaux, les chats, les renards, les tanuki qui sont un espèce de blaireau. Mais donc, après, il y a la question des yokai qui sont plus des créatures, mais les esprits qui vont surtout hanter des objets du quotidien. C'est la raison pour laquelle on a des relations avec certains objets. D'un point de vue animiste, pourquoi ça, c'est ma veste préférée? Parce qu'il y a un esprit dans cette veste-là particulièrement puissant qui m'a choisi. Ce n'est pas seulement moi qui ai choisi la veste, c'est la veste qui m'a choisi. La raison pour laquelle je l'aime bien, ce n'est pas la plus belle, j'en ai des plus belles, mais c'est juste, et on a tous comme ça des relations avec des objets, soit des bijoux, des vêtements dans lesquels on se sent bien, et d'un point de vue animiste, c'est parce qu'il y a un esprit à l'intérieur de cet objet-là qui tisse un lien avec nous. On choisit un objet à quelque part, c'est l'objet aussi qui nous choisit. Donc, c'est aussi une agentivité des objets quand on pense à l'animisme. D'un point de vue Shinto là, au Japon. C'est ce que je me disais de la pierre, Jonathan, tout à l'heure. Tout à fait. C'est lui qui m'a choisi. Les deux, c'est ça. Ouais, c'est la baguette dans la façon. Je voulais que je réponde sur les co-critiques. Éventuellement, tu veux qu'on ait lu, donc on peut passer à la question. Non, mais je ne sais pas trop quoi dire, en fait, parce qu'il y aurait tout un exposé à faire. Et toi, dans ta pratique, en fait, toi-même? Moi, pour le dire en un mot, moi j'ai été formé à une école particulière, c'est Édouard Glissant, qui dit que l'Occident est un projet. Il dit que l'Occident n'est pas un lieu, c'est un projet. Et donc, il faut apprendre à abandonner le projet Occident. Dès lors qu'on abandonne le projet Occident, ça veut dire qu'on peut considérer qu'il y a d'autres, justement, d'autres visions du monde qui n'entrent pas dans ce projet-là, dans cette projection-là, cette projection qui est à la base de la conquête coloniale et de l'extension de l'Europe en monde, c'est-à-dire de mon lieu, je vais faire un monde. C'est ce que Claudel appelle le monde catholique enfin réuni. Je veux dire, ça, c'est le projet Occident. Dès lors qu'on considère qu'il n'y a pas que le projet Occident, eh ben, on s'intéresse à des épistémologies autres, à des savoirs autres, à des récits autres, à des philosophies autres. Et quand on travaille, comme moi, dans un domaine, en l'occurrence caribéen, qui est un domaine colonial et postcolonial, on ne peut pas du tout l'aborder d'un point de vue qui serait celui du projet Occident. Ou alors, si on l'aborde du point de vue du projet Occident, c'est justement pour voir ce qu'a voulu faire le projet Occident. Et donc, moi, ma pratique, concrètement, c'est de travailler sur tout ce qui n'est pas du projet Occident. Donc, justement, m'intéresser à. Voilà, on dit que l'écologie a été inventée au XIXe siècle. Il y a la thèse de Richard Grove qui dit que non, l'écologie elle a été inventée en 1492 quand les colons débarquent sur les îles. Et c'est là que ça commence, l'écologie, par exemple. Donc, on remet en question
des histoires, une chronologie, des configurations. C'est ça, le postcolonial est une écologie de ce point de vue-là, parce que d'emblée, c'est la question. Voilà, Merci, c'est très réussi. C'est important pour nous aussi d'avoir la perspective de coloniale que tu peux amener. Et de la même manière, c'est important aussi d'avoir la perspective économique. C'est-à-dire commencer en disant en fait, que tu travaillais donc sur la destruction du territoire et sur la manière dont elle se répercutait, dont elle s'inscrivait sur le corps des femmes. Qu'est-ce que tu fais exactement et comment est-ce que tu l'envoies ici? Peut-être d'un point de vue plus de la recherche, je pourrais peut-être dire des livres qui mettent ça en récit que je trouve particulièrement pertinents. Je travaille avec un corpus d'autrices libanaises, puis il y a cette idée, il y a une représentation qui m'a vraiment marquée en fait, c'est 4 générations de femmes qui émigrent dans un autre pays à chaque fois à cause de la guerre. C'est Jumana Haddad. Oui, le livre des reines, puis la 4e est dans un camp de réfugiés syriens. Et elle n'a pas accès aux histoires de sa mère, de sa grand-mère, elle est déconnectée et ça fait en sorte qu'il y a comme une radicalisation qui se fait, qui est compréhensible par toute la violence vécue dans le non-dit, dans la post-mémoire, etc., et qui décide de se faire exploser dans un acte terroriste. Et il y a juste une espèce de symétrie entre les bombes sur les territoires et la bombe qu'elle se met à l'intérieur d'elle. Donc, c'est un peu dans cette espèce de lien-là qui me fascine, en quelque sorte. Puis peut-être dans le lien avec le non-vivant, puis peut-être la question, je pourrais peut-être la renvoyer. Il y a aussi une espèce de hiérarchie entre ce qui est vivant et non-vivant, parmi le vivant. La dichotomie, ça c'est vivant, ça c'est non-vivant. J'ai un petit peu de la difficulté parce qu'il y a des êtres humains qui sont plus vivants que d'autres. Alors, des fois, je me pose la question aussi, peut-être dans les études décoloniales, est-ce que c'est mis? Je te pose la question à Raphaël, parce que tu sais plus faire que moi. Moi, ce n'est pas une question sur laquelle je me suis beaucoup penché. Je pense que Malcolm Ferdinand s'est intéressé à la question du vivant. Il y a une belle fable dont j'avais envie de vous parler, sûrement que vous avez dû parler, c'est la fable de Patrick Chamoiseau, Les 9 consonnes de Malfini, qui est une fable philosophique sur une forêt, le domaine de Rabuchon, une petite forêt. Et le point de vue, c'est celui d'un colibri qui vient en fait faire la leçon. Donc ça, c'est une filiation avec thérapie. Ce qui est intéressant dans la fable, c'est qu'il y a un rapace, le Malfini, qui prend conscience de tout le mal qu'il a fait sur son domaine. Et à partir de là, c'est dans la conception du rapace qu'il voit des choses qui étaient de l'ordre du vivant, moins vivant, plus vivant. Et voilà, donc peut-être, c'est peut-être des romanciers qui nous parlent le mieux de ces différences-là. Le rapace, qui est un animal associé à la mort. Ben oui. Et puis son nom, le Malfini, c'est clairement une. Donc oui, donc je sais pas si ça répondait à la question. Juste partie comme ça. Est-ce qu'il y a des questions en fait, Des questions entre vous. Sinon, on va Ouais. continuer. Moi, j'ai demandé à Vincent comment il relie la journée, puisque c'était le premier qui est intervenu ce matin. Je sais qu'il est en train de Un taille. petit exercice de synthèse en point de taille. Déjà, peut-être ajouter un petit quelque chose de ce que dit Raphaël. Moi, j'ai un peu travaillé sur un auteur caribéen qui est Aléro Carpentier. Et dans Le Royaume de ce monde de Carpentier, c'est un roman très intéressant qui raconte les premières révoltes avant celle de Toussaint l'Ouverture, autour du marronnage d'un esclave qui s'appelle Macandal. On a vraiment le point de vue des Blancs et des Noirs en Haïti qui alternent dans ce livre-là. Mais ce qui est frappant aussi, c'est qu'ensuite débarque la troupe napoléonienne chargée de réprimer la révolution haïtienne, et que dans cette troupe, il y a Pauline Bonaparte, sœur de Napoléon, qui en fait va se laisser tout à fait prendre par l'esprit de l'île, parce qu'elle est corse. Et ce qui se passe dans l'île en matière de vaudou, par exemple, lui parle en fait beaucoup plus que la rationalité occidentale telle qu'elle est en train de s'instaurer à Paris, où elle a pu passer une partie de sa vie. Et
Donc, il y a des pans entiers du territoire occidental qui ont échappé très longtemps au projet Occident. C'est là où je veux en venir. Et je pense que, du coup, ce terme de glissant, il est assez utile pour penser tout ce qui a toujours circulé. Et c'est un peu ce que tu disais aussi, Vincent. On commence par le lointain, on commence par faire de l'ethnographie ou de l'anthropologie dans des territoires qui nous paraissent plus loin de nos conditionnements culturels. Et puis on revient et on se rend compte qu'en fait, il y a peut-être tout autant à faire dans des choses qui sont infra-théorisées dans nos territoires à nous, parce que c'est des tendances plus minoritaires, etc. Moi, le roman que j'ai écrit qui donne la parole aux non-humains, c'est mon deuxième roman, Défaite des maîtres et possesseurs, où le narrateur s'avère ne pas être un humain au bout de quelques pages. Alors, il est certes très anthropomorphe et d'un anthropomorphisme assumé, mais enfin, son espèce n'est pas née sur Terre, ils sont arrivés il n'y a pas très longtemps, etc. Et je ne pense pas que j'aurais écrit ce texte sans la lecture assez assidue de Kafka, et en particulier de son texte Le Terrier, d'Herbao, où le narrateur est dans un entre-deux entre l'animalité et l'humanité. Et en vous écoutant, je me demandais, mais par exemple, est-ce que Kafka est vraiment un auteur occidental? Ça ne m'apparaît pas du tout si évident que ça. À certains égards, très probablement. Culture d'Europe centrale, etc., la judéité, en fond, un auteur d'Europe occidentale. Mais à d'autres, tout ce que Deleuze et Guattari ont fait sur le mineur chez Kafka, c'est bien pour dire qu'il échappait aussi à une partie du projet occidental. Il a une sorte de spontanéité dans le dépassement des binarismes. Tout à l'heure, après l'intervention de Simon, on s'est beaucoup interrogé là-dessus. Est-ce qu'on arrive à dépasser les dualismes? Les gens le font avec plus ou moins de naturel selon le rapport qu'ils ont à la rationalité, au surplomb, etc. Et dans les textes qu'on appelle parfois fables animalières chez Kafka, on n'est pas dans l'allégorie, on n'est pas vraiment dans la fable au sens classique du terme. On est dans un entre-deux très stimulant et assez insituable, qui fait aussi la productivité de cette œuvre à travers les décennies. Donc voilà, moi j'ai pris une impulsion là, chez un auteur allemand. J'ai fait des études d'allemand, je suis agrégé d'allemand, mais je n'avais pas l'impression d'être au cœur du projet occidental, en me disant, il y a des choses à faire avec des narrateurs non humains. Et Kafka donne un premier stimulus dans ce sens. Si je peux réagir, je crois que ce que vient de dire Vincent, c'est essentiel, et je pense que c'est précisément ce que veut dire glissant, c'est-à-dire qu'on aurait tort de considérer le monde en est, en ouest, en nord, en sud. Il y a des projets, et par exemple, Bartolomeo de Las Casas, il part de Séville, peut-être avec le projet Occident en tête, et quand il arrive, il écrit la brève histoire de la destruction des Indes, et là, il refuse le projet Occident. Ce que je veux dire, c'est que on aurait tort de penser, par exemple, que le postcolonial, ou le postcolonialisme, ou le décolonial, c'est contre l'Occident, ou c'est nord-sud, ou sud-sud, ou sud global, nord global. Ça, c'est des catégories, c'est des récits, en fait. Et je pense que si on imagine les choses plus en termes de projet et d'intention, Glissant écrit un livre qui s'appelle L'intention poétique. Si on pense les choses en termes d'intention, on est plus à même de distinguer, et en effet, le projet Occident, je pense que Kafka n'en fait pas partie, je pense que Deleuze n'en fait pas partie, je pense que, et là, on sort des dualités, des binarismes, et j'étais content d'entendre Raphaël parler tout à l'heure de Deborah Bird-Rose, parce que je pense qu'elle nous invite vraiment à sortir de ces binarités-là, à dépasser ces binarités-là. Et je pense que les humanités écologiques, c'est des humanités qui sortent de ces clivages-là, qu'en fait, dont un récit nous a obligés à concevoir, à penser. Ça fait 5 siècles qu'on pense en termes de binarité, donc sortir, ça c'est pas mal. Sinon, aussi, Vincent, tu parlais ce matin aussi sur les narratifs, la façon dont on pense, des séquences particulières, de ce qu'on écrit, etc. Et aussi, dans les dualités dont on parlait tout à l'heure, justement, il y a aussi, c'est une autre forme de biais, en fait, qu'on a. Donc, je trouve ça
Oui, il a aussi Kafka abandonne le terrier, il n'y a pas de climax. Ouais, c'est ça. C'est l'histoire, pour ceux qui ne connaissent pas, de quelqu'un, dont on ne sait pas trop qui c'est, qui veut se construire un lieu où il soit en sécurité, d'un Bau, alors ça peut, en allemand. Le terrier, c'est déjà une interprétation très précise, donc c'est une sorte de bâtisse sous terre, et il a des garde-manger, et il a une espèce de forteresse centrale qui voudrait un peu hors sol. Et donc, en fait, ce narrateur, il est assez génial, parce qu'il incarne d'une certaine façon le paradoxe sécuritaire, c'est-à-dire il veut tellement sa sécurité, il veut tellement ne plus être soumis aux aléas liés à son territoire qu'il passe son temps à courir partout pour se défendre contre des ennemis réels ou fantasmés. Et il perd sa vie à se créer une sorte de sécurité. Il incarne un peu le projet Occident dans le sens où il voudrait faire du hors-sol, il voudrait se préserver de la menace qui vient de la Terre alors qu'il est sous terre. Et donc, c'est absolument impossible. C'est voué à l'échec. Et au bout d'un moment, il se met à entendre un bruit dont il pense que c'est un gros ennemi qui approche. Mais cet ennemi, on ne le verra jamais. Le texte s'interrompt avant. Donc, il nous refuse le climax, il nous refuse la résolution. Il zappe quand même deux des étapes très, très importantes sur quel récit dans la poétique d'Aristote. Et il laisse les choses comme ça en plan. Peut-être aussi manière de dire que le projet occidental qui est de ne plus dépendre de la nature, c'est-à-dire qu'on peut traverser l'océan quelles que soient les tempêtes, on a toujours à manger quelle que soit la météo qui a marqué les récoltes de la saison d'avant, etc. Et ben, à un moment donné, il trouve des limites très nettes et que la sécurité absolue est un prix donc, alimentaire, climatique, etc., s'avère de plus en plus être de l'ordre du fantasme. Si je peux peut-être rebondir, je trouve que c'est, en effet, je n'ai pas lu le Terrier, mais je pense que ça parle très bien ça fait écho aussi à ce que tu te rappelles, mais comment on souhaite tellement protéger son identité de tout environnement extérieur, de la nature des autres, puis qu'on crée des dichotomies, je suis ceci, tu es cela, et on crée des frontières, des barrières, qui s'illustrent littéralement avec... ça me fait penser à un bunker, mais c'est pas un bunker. C'est une sorte de bunker. Oui, une espèce de bunker. Mais c'est ça, donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans l'écriture d'extrêmement politique, de rendre compte de cette perméabilité des frontières. Je pense à Alexinous qui parle de la frontière comme un seuil plutôt que comme une barrière. Puis, en effet, il n'y a pas le nord, le sud, mais il faudrait se voir plus comme des espèces de liquides flottants qui se mélangent, qui changent de couleur, etc. Puis, en fait, ça, c'est ce qui m'anime un peu dans mon écriture parce que je m'intéresse au post-exil, à l'héritage, au fait que moi, j'aimerais écrire sur les mortes de ma famille libanaise qui ont décidé de fuir, mais qui sont ici, qui n'ont jamais pu revenir dans un territoire qui est plus accessible. Puis c'est ça que j'ai l'impression que c'est vraiment cette idée de la... J'ai l'impression que tout revient souvent à l'idée de la frontière entre humains, entre non-vivants, vivants, entre humains et animaux, entre ce qui est mort, l'architecture, ce qui est mort, la terre et ce qui est vivant. Ça vient du discours de la méthode de Descartes, Oui. divise en autant de problèmes, je crois que c'est face à un problème, divise en autant de complexité que tu peux. C'est en fait créer des frontières, c'est ça, de créer des petites frontières autour de chacune des difficultés, chacun des problèmes, pour justement les traiter séparément, et ça c'est la méthode. C'est divise en autant de difficultés que tu peux chacun des problèmes. Je crois que c'est ça un des concepts de la méthode. Donc en fait, c'est créer autant de frontières que tu peux entre les choses. Or, l'écologie nous dit justement, non, il faut imaginer que ces choses-là, elles sont en relation, interreliées, poreuses, sans frontières. Même si c'est un continuum, parce qu'en fait, quand on parle d'interrelation ou de relation, c'est qu'on pense déjà à partir d'identités fixes qui se connecteraient les unes aux autres. Alors, en fait, c'est vraiment... Et moi, du coup, je réfléchis à la question, je posais la question, Vincent, du roman, et je pense que tu as réfléchi un peu Évidemment, on écrit un roman parce qu'il faut l'écrire, il faut qu'il soit lu, donc il faut l'intrigue, il faut le personnage, tu as réfléchi, etc. Donc il faut que ce soit recevable, reconnaissable dans une forme reconnaissable. Et finalement, mais tu parles aussi des défis de l'écriture, justement, de concilier cette forme-là, forme de roman, avec des questionnements écologiques et environnementaux, et le fait de défaire les catégories, etc., les frontières. Et je me demande, est-ce que finalement, c'est le roman en tant que tel qui pose problème, la forme roman?
parce qu'elles posent des identités et qu'en fait, il faut poser ces identités-là pour pouvoir… C'est bien possible, mais si tu détruis ma vocation comme ça en 2 phrases, non, c'est pas ça. on conduit assez mal la journée. Non, mais parce que ça me fait penser à un autre truc que dit Descartes, et pour le coup, avec quoi je suis assez d'accord, qui est cette histoire de la morale de provision. Également, alors je ne sais plus dans quoi c'est, peut-être dans l'histoire de la méthode aussi. Hein. C'est grosso modo, ce qu'il dit, c'est qu'on ne peut pas être révolutionnaire dans tous les domaines à la fois. Ce n'est pas possible. Ça, je le vois aussi en tant qu'enseignant de création littéraire. Mes étudiants qui sont dans des projets de recherche-création et qui veulent aborder un thème qui a été très peu abordé en littérature dans une forme elle-même inouïe, généralement, ça se casse un peu la gueule. Et donc, en fait, moi, je crois que je peux assumer des éléments de code, une forme dont certaines composantes sont plus conventionnelles, si ça me permet par ailleurs d'aller chercher du nouveau. Voilà, donc grosso modo, quelle est ma priorité? Est-ce que ma priorité, c'est de déconstruire le genre romanesque, ou est-ce que ma priorité, c'est de parler de la crise de la biodiversité dans ce genre relativement codifié, mais tout de même très libre, plus malléable que l'on était bien des genres dans l'histoire de la littérature, qui est le roman. Je pense qu'en fait, ça me va assez, cette solution-là. C'est-à-dire, oui, maintenir une intrigue, maintenir des personnages, parce que c'est quand même des… Voilà, si je regarde quand même les œuvres d'art qui m'ont le plus marqué ces dernières années, ben, il y en a un certain nombre qui sont des récits qui jouent d'un certain classicisme, parce que leur impact émotionnel est absolument dévastateur. Je vais prendre un exemple concret. J'ai été voir, il y a quelques années, j'ai deux documentaires qui parlent de la question animale. Michelangelo Framartino, Les Quattro Volte, je ne sais pas si vous connaissez. C'est très beau. C'est un récit qui, en 4 parties, qui se passe dans la campagne italienne. Première partie focalisée sur un berger, puis sur un chevreau auquel ce berger a aidé sa maman à donner naissance. Après le chevreau, on a un arbre auprès duquel le chevreau a été fabriqué. Et la dernière partie parle de ce que devient le charbon de bois une fois cet arbre abattu. Donc, on passe vraiment de l'humain à l'animal, au végétal et à quelque chose qui est en train de devenir le minéral. C'est un film expérimental qui vaut vraiment la peine d'être vu, mais que si je regarde, je ne peux conseiller à quasiment personne autour de moi, donc je profite de parler dans un cadre universitaire avec un public assez large pour le faire. Mais franchement, dans ma vie quotidienne à Paris, si j'envoie des amis ou ma famille voir ce film-là, derrière, je vais me prendre des remarques désobligeantes. Maintenant, prenons un truc qui a l'air un peu l'extrême inverse, My Octopus Friend. Je ne sais pas si vous l'avez vu, sur documentaire dont le nom du réalisateur m'échappe malheureusement, mais c'était sur Netflix, ça se retrouve assez facilement. Ça raconte l'histoire d'un apnéiste sud-africain qui, pendant à peu près 1 an, plonge dans une forêt de kelp, donc de l'eau à 10 degrés, et noue une relation très singulière avec une pieuvre. Et cette pieuvre, on la suit, il la filme sur 1 année jusqu'à sa mort, en fait. Hein, et on la voit quand même survivre à une attaque de requins, etc. Alors, il y a des éléments beaucoup plus traditionnels en termes de récit dans cette intrigue. C'est l'amitié improbable, schéma narratif ultra classique. Ça ne tombe pas dans l'anthropomorphisme particulièrement, puisqu'il ne prête aucune intentionnalité simili-humaine à cette pieuvre. Il ne lui donne d'ailleurs pas de nom, il a cette habité, cette espèce de retenue dont j'ai parlé tout à l'heure dans mon intervention. Néanmoins, on a affaire à un truc qui est conçu un peu comme un récit blockbuster, c'est-à-dire c'est spectaculaire, c'est tourné dans des conditions très difficiles parce que le type filme quand même largement en apnée. On a envie d'être avec lui dans des paysages qui sont magnifiques, etc. Bon, moi je suis pluraliste, je fais ma thèse sur le pluralisme, donc je crois que Framartino et ce documentaire dont le nom du réalisateur m'échappe, en fait, peuvent tout à fait coexister. Ils ne visent pas les mêmes publics. Voilà. L'un utilise des codes plus codifiés, l'autre cherche à réinventer les codes. L'un va toucher 1 million de personnes et l'autre, je ne sais pas, quelques dizaines de milliers. Et c'est bien, en fait, qu'il y ait du divers. C'est bien que l'écosystème culturel par quoi on cherche à appréhender la crise écologique ne joue pas que sur des notes très dominantes ou sur des notes tout à fait marginales et minoritaires.
Oui, mais j'ai une dernière petite question, puis après je penserai le produit. Le poney polonais. Hein. Bon, c'est une histoire comique pour sortir de la mélancolie, je trouve, mais qui se finit mal pour le poney. Il faut le préciser. Quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup les poneys. Beaucoup. J'étais abonnée à Cheval Magazine. Vous voyez quoi. J'aimais vraiment beaucoup les poneys. J'étais la seule personne de mon poney club à manger des poneys. Normalement, au poney club, on mange. Enfin, c'est pas possible de manger des poneys. Ça fait partie des êtres qui font partie de notre communauté, quoi. On ne les mange pas. Et ma mère, en fait, me faisait manger du poney toutes les semaines en me disant « Ne t'en fais pas, ce sont des poneys polonais. » Et elle me disait « Et en plus, ils sont élevés en Pologne comme des vaches. » Et ça marchait très bien. Chaque semaine, je mangeais mon steak de poney polonais. Et c'est une histoire qui m'a appris beaucoup sur les vies pleurables parce que je me suis jamais sentie coupable de manger ces pauvres poneys polonais parce qu'ils étaient polonais, ce qui à l'époque me semblait tout à fait logique, mais ce qui au fond n'était pas si logique que ça. C'est-à-dire qu'effectivement, dans le choix de la violence qu'on exerce, et ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure sur le véganisme, à un moment, effectivement, je considérais qu'il y avait des poneys dispensables et des poneys indispensables. Il y avait des poneys que j'aimais, que je nourrissais, que je caressais, et qui méritaient d'avoir une belle retraite. Puis il y avait des poneys qui existaient quelque part en Pologne et qui méritaient de finir dans mon assiette. C'était même pas une séparation entre des espèces, c'était vraiment une séparation entre presque géopolitique. Je ne sais pas pourquoi la Pologne, pourquoi elle avait choisi la Pologne, ça c'est une question qu'il faudrait que je lui pose. Mais ça montre pour moi que, voilà, que la question de comment est-ce qu'on raconte des histoires de non-humains peut amener ou non à les manger ou au contraire à les caresser. Voilà l'histoire du poney polonais. Ça, c'était celui que on a eu la baleine, le poney. Est-ce que quelqu'un a une histoire d'animal? On va être sur l'animal domestique préféré, donc tout va bien. Vincent, les hommes des chats. Il y en a trop. Il y en a trop. Mais merci à tous. Merci à vous.